Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Carte sur table du 12 octobre 2021. 21h, 23h. Désolé pour le léger retard. Nous aurons 4 panélistes en studio en principe et puis un du côté de Paris. Il s'agit de Sébastien Nadeau, député français à l'Assemblée nationale française du groupe Liberté et Territoire. On sera avec lui pour débattre des deux thèmes au menu de ce soir. Mais je voudrais déjà vous dire, chers amis, que vous pouvez retrouver ce programme sur Canal Sat, Channel 302 et sur SkyTimes 791. Ce sont les deux canaux à travers lesquels vous pourrez regarder Carte sur table et tous les autres programmes, évidemment, de STV. Vous pourrez également nous retrouver sur nos plateformes, notamment Facebook, STV Cameroun, Cameroun en anglais, pour suivre cette émission. Didier Yimkwa, Valérie Mandengue, Emmanuel Bignam et puis Paul Eyoum sont annoncés pour cette émission, mais déjà les thèmes. Sommet Afrique-France, on ne peut pas tirer la farine d'un sac de charbon. Ce sera le premier thème de ce soir. Évidemment, il s'agit là d'une citation qui va mener ce débat-là, citation de Marie Lefebvre. Elle est maître de conférences en informatique, écrivain. Elle est également française. Nous en sommes inspirés, évidemment, pour susciter cette question autour de ce sommet qui a réuni un certain nombre de jeunes africains en France récemment. C'était vendredi dernier, autour du président français Emmanuel Macron. Il s'agit, selon eux, sous la conduite d'Achille Mbembe, enseignant, écrivain également. Il s'agit donc d'établir de nouvelles bases des relations Afrique-France. On va essayer d'interroger donc cette nouvelle formulation et les propositions qui en sont faites, 13 au total. Le deuxième thème de ce soir nous permettra d'évoquer une question tout à fait d'intérêt national, situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. On va essayer d'apprécier la moisson reçue ou obtenue par Joseph Diangote. Le Premier ministre chef du gouvernement y a effectué 2 sorties, d'abord à Boya et puis à Bamenda tout récemment, pour évaluer évidemment du moins la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Didier Yimko, bonsoir. Bonsoir mon cher Dipita, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Vous êtes du FSNC, de Issa Tirmabakari, merci d'être des nôtres. C'est moi qui te remercie. Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir Dipta, bonsoir copanélistes, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau. Bonsoir aux millions de Camerounais qui nous regardent en ce moment. Vous êtes de l'AFP, merci également d'être des nôtres. Merci. Valérie Manengue, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à l'ensemble du panel. Comme vous le savez, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais prend part à l'ensemble des programmes de l'institution Spectrum Télévision. Je profite du propos liminaire que vous me donnez pour adresser un bonsoir chaleureux à l'ensemble de tous les militants du RDPC, de ma circonscription politique et du Cameroun, qui, comme vous le savez, sortent solidifier des renouvellements des organes de base que nous avons tenus durant pratiquement 2 mois dans ce pays. Et vous avez vu quelle a été l'émulation qui a été faite dans les 4 coins du Cameroun, dans les 360 arrondissements dans lesquels nous sommes, à l'étranger, et ainsi que tout ce qui a pu se passer autour. Donc c'est une occasion renouvelée ici de pouvoir dire à tous nos camarades que la marche est bonne, parce que vous le savez, c'est en 2021, c'est maintenant que nous sommes en train de préparer sereinement 2025. Je rappelle qu'à titre personnel, vous avez été élu secrétaire général de la section OJ RDPC, Vori 2. Ah oui, c'est... Vous faites trop jeune pour faire encore l'OJ RDPC. C'est juste un clin d'œil. Non. Amicalement, je vous dirais pas méchant. Que nos statuts disent qu'on est jeune, on est jeune au RDPC de 15 à 35 ans. Donc lorsque vous êtes encore dans cette fourchette d'âge, vous pouvez candidater à cela. Mais ce qui est à retenir, c'est que ça a été une élection âpre. Ça a été une élection disputée. Il y avait 3 listes en cours. Et c'est l'occasion ici renouvelée de dire merci à l'ensemble de ces milliers de jeunes de l'arrondissement de Douala 2e qui ont plébiscité la liste soutenue par le 2e adjoint au maire, le jeune maire Ousseni Zakari, qui est le plus jeune maire du Cameroun, puisque vous savez, on nous fait souvent
On nous fait souvent le procès de dire que le RDPC n'est pas l'âme de la jeunesse, que non. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu et connu dans le parti, parce que pour aller dans les batailles de 2025, il nous faudra des pieds et des mains, et ces pieds et ces mains, c'est bien évidemment la jeunesse du parti. Est-ce que Sébastien Nadeau est déjà en ligne? Bonsoir Sébastien. Oui. Alors cette fois, j'espère bien que c'est la bonne. Vous nous recevez, c'est un succès maintenant? Allô Sébastien, vous êtes en ligne? Oui. Voilà, merci d'être des nôtres. Hein. Avec vous également, on va essayer de débattre des thèmes ce soir. On va peut-être prendre la transition et puis rentrer tout de suite dans le premier thème qui concerne les relations Afrique-France derrière la transition. À tout de suite. Voilà donc, cher monsieur, on va peut-être d'emblée, avant de rentrer dans les fonds, vous savez, il y a eu 13 propositions faites à l'issue de ces assises-là. Je vais peut-être commencer par vous, Sébastien, sur la forme de la question. Jusqu'à présent, on était habitué à faire des sommets Afrique-France ou France-Afrique avec les chefs d'État. Et puis là, Macron et Emmanuel nous proposent un sommet avec la société civile, des jeunes, un ensemble d'Africains qui ne sont pas forcément des hommes politiques ou des personnalités du premier plan, qui sont allés lui faire des propositions. Cette formule-là, est-ce que vous siez? Écoutez, un sommet comme celui-là se situe à peu près 4 ans après le discours à Ouagadougou du président Emmanuel Macron. À Ouagadougou, il avait fait un certain nombre de promesses. Il n'en a tenu aucune. On arrive au sommet à Montpellier. Il fait à nouveau des belles promesses. Tous ceux qui croient, c'est très bien s'ils croient à ce genre de promesses. Mais enfin, je crois que le président Emmanuel Macron s'est payé un joli moment de communication. Il a fait de la com, comme on dit ici. Et malheureusement, c'est sur le dos de pays d'Afrique qui ont besoin de toute autre chose. Ils ont besoin d'une relation en profondeur, politiquement parlant, sur d'autres domaines aussi, et certainement pas ce moment de surface tel qu'il nous a été présenté. C'est pas ça la relation entre la France et l'Afrique à l'heure actuelle. Moi, je suis ravi de voir Tony Parker, des basketteurs, des sportifs de haut niveau, mais c'est pas ça le problème. Donc on avait un sommet qui était assez hallucinant dans la manière dont il s'est tenu. Après, il y a des intellectuels d'Afrique qui sont venus, qui ont voulu répondre au président Macron. J'arrive à le comprendre. Moi, j'étais à La République En Marche, j'étais dans le parti présidentiel, j'ai cru. Maintenant, j'y crois plus. Mais il y a beaucoup d'intellectuels français qui ont cru également. Donc, que des intellectuels africains se fassent attraper de la sorte, je dirais, ça se conçoit. Le lendemain risque d'être difficile et ils tireront leurs conclusions. Je repose également la même question aux panélistes qui sont sur le plateau. Paul Youm, vous, sur la nouvelle formulation de ces sommets-là, qu'en dites-vous? Déjà, vous l'avez dit au départ, avant nous étions habitués à un sommet France-Afrique. Maintenant, il s'agit d'un sommet Afrique-France où nous sommes sortis du cadre habituel où c'était une rencontre entre le président de la République française et les chefs d'État africains. Cette fois-ci, c'est un cadre dans lequel je dirais un peu plus convivial que l'a voulu le président de la République française. Pour moi, c'est en réalité, comme le député français vient de le dire, c'est plus une opération de communication en réalité qu'une véritable opération de dialogue politique, d'échange entre un pays et un continent. Déjà, c'est assez choquant de savoir que l'Afrique est le seul continent au monde qui tient, lui, tout un continent sommet avec un État. Donc, cela montre quand même que la place que l'Afrique a aux yeux de certaines grandes puissances. Donc là, il y a eu ce jeu, je mets ça entre guillemets, ce jeu où il y a eu des leaders
différents leaders, des intellectuels, vous avez des journalistes, des écrivains, des historiens, des enseignants, des sportifs, tous qui sont allés, qui ont porté la voix de l'Afrique. Je me réjouis déjà d'une chose, c'est qu'ils ont dit tout haut ce que peut-être des chefs d'État ne pouvaient pas dire. Ils ont dit tout haut ce que les Africains pensent de manière globale. Mais la finalité sera que ceux qui ont le pouvoir de prendre les décisions, ce sont les chefs d'État et ils n'y étaient pas. Donc, malgré tout ce qui a été fait là-bas, il y a eu les recommandations, nous y arriverons certainement. La décision finale ou les décisions finales reviendront au chef d'État. Là-bas, c'était un cadre de proposition à la France, une coopération plus équitable entre la France et les pays d'Afrique. Et je chute en disant que je crois aussi que peut-être le président Macron, je dis bien que je crois, aurait initié un sommet France-Afrique comme d'habitude. Et peut-être il y a une réticence de certains leaders africains. Vous savez que le Mali, par exemple, actuellement, ouvertement, les dirigeants maliens ont critiqué la diplomatie française. Vous savez qu'il y a plusieurs pays qui ouvertement ne se cachent plus, critiquent ouvertement la diplomatie française. Donc peut-être il y a une réticence de certains chefs d'État africains. Et par solidarité, beaucoup d'autres ont décidé de ne pas tenir ce sommet. Et donc, du coup, le président Macron était dans l'obligation d'organiser une espèce de forum, parce qu'en réalité, c'est un forum plus qu'une rencontre France-Afrique auquel nous sommes souvent habitués. Valérie Maninguer, sur la même question, la nouvelle formule adoptée lors de ce sommet. Écoutez, de façon globale, comme vous le savez, vous savez très bien que la France et le Cameroun ou l'Afrique en général ont des relations bilatérales vieilles de plus d'un siècle. La France est un partenaire privilégié du Cameroun dans un certain nombre de domaines. Il est bien à noter que la formule qui a été prise cette fois-ci a questionné plus d'un. Moi, je ne parlerai pas à titre personnel de sommet. Moi, je pense que nous avons assisté quasiment à un colloque. Parce que quel est ce sommet où on ne retrouve qu'un seul chef d'État? Un sommet veut dire, entre guillemets, qu'il y a plusieurs représentants de nations qui se retrouvent et qui discutent sur un certain nombre de questions bien établies, bien élaborées, avec des délégations qui en avance font déjà des propositions et travaillent en back-office pour que le travail soit balisé par les chefs d'État. Donc ça, c'est d'un. De deux, il y a des questions qui restent au goût du jour parce que je vais parler ici en tant que citoyen Valérie Mandengue. Il y a des questions aujourd'hui qui ont laissé beaucoup sur leur faim. La première question est la question économique. Le diktat sur le franc CFA. Nous n'avons rien entendu, monsieur Dipita, sur la question. Nous n'avons rien entendu. Alors là, vous êtes déjà dans le fond. Non, je brosse encore. Donc, il y a des questions comme ça qui sont restées sans réponse. Lorsque vous allez plus loin, vous vous posez la question, dans quel cadre les recommandations et les résolutions qui ont été prises vont s'appliquer? Parce qu'ils vont sortir hors du champ ou du cadre quasiment constitutionnel. Du champ, ils vont sortir du champ conventionnel requis entre les États. Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça qui nous interrogent, qui nous font comprendre que, en réalité, puisque vous nous demandez juste de brosser d'entrée de jeu, vous savez très bien que nous sommes à 1 an de la présidentielle. Vous savez que sur le plan continental, M. Eyoum a parlé du Mali. Moi, je parlerai de l'Algérie, qui il n'y a pas longtemps a rappelé son ambassadeur. Donc, la France vit des moments un peu difficiles en Afrique et M. Macron a besoin de se donner un peu de boom d'air à pratiquement 1 an des élections parce qu'il sait que d'une façon ou d'une autre, M. Dipita, la question sur l'immigration, la question sur les relations entre la France et l'Afrique va être un thème central des élections. Donc, il a pris un pas en avance pour simplement dire qu'il sera le garant de cette question. Maintenant, oui, ainsi et au cours de l'émission, nous allons continuer à discuter de façon... je vais entrer dans cette émission par un ouvrage de Père Angelbin Vin, La paupérisation anthropologique. Dans cet ouvrage, il a démontré comment on peut tenir un peuple en otage à travers 3 facteurs déterminants: la coopération et l'aide, l'aliénation culturelle et puis la corruption. Voilà les 3 facteurs déterminants que le père Angelbin Vin a pu démontrer, construire
dans ce bel ouvrage. Ce que M. Emmanuel Macron vient de faire à Montpellier, toujours dans ce même ouvrage, Benjamin Vin appelle cela la perpétuation de la dépendance. La France-Afrique est comme un rétrovirus. C'est-à-dire, elle mute, elle peut prendre des formes différentes. Emmanuel Macron, peut-être tout à l'heure on va entrer dans le fond, Emmanuel Macron est très très intelligent. Il a reçu son coup de communication. Il investit dans la jeunesse, d'abord parce qu'il est jeune, c'est une grille de lecture, parce qu'il est dans la durabilité. Un exemple simple, l'actuel président de la Guinée-Conakry est un ancien légionnaire français qui a épousé une Française et une Allemande. Un coup d'État, tu veux dire, Didier? Il est président de la République, non? Ou bien tu veux rentrer dans le débat, président élu, président non élu? Je pense qu'il est président de la République et ce n'est même pas l'objet du débat. Donc, il lance ce grand pont parce qu'il est conscient que la société civile africaine aujourd'hui reste le dernier rempart de la lutte contre la France-Afrique. Il y a un courant panafricaniste qui monte, et il crée la division. Lorsque j'ai bien observé ce qui s'est passé à Montpellier, je me suis rappelé de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Nous tous, nous avons lu ça pendant nos humanités. Et la leçon qu'on retient, c'est que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. D'accord. Personnellement, je sors de là. Je ne suis pas contre ce que M. Macron a fait, qu'on le veuille ou pas. Il a ses objectifs. Tout à l'heure, on va en parler. Il a choisi des gens. On va parler d'eux. D'accord. Là, le plus grand artiste, c'est Achille Mbembe. Tout à l'heure, on va rentrer dans le fond. Alors, Sébastien, sur le choix des acteurs, de coutume, il s'agissait effectivement du président français, j'ai failli dire un grand maître, qui recevait ses homologues africains, notamment de la francophonie, ou alors de l'espace francophone, autour, du moins dans le cadre d'un sommet qui discutait presque essentiellement des questions politiques. Ben, cette fois, on voit bien que moins de politiques sont présents, mais davantage des jeunes, et je l'ai dit tout à l'heure, de la société civile. Ce choix vous inspire-t-il une analyse, un commentaire? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir toujours bien entendu, mais peut-être pour préciser et pour renchérir malheureusement sur ce qui vient d'être dit, quand on fait un sommet Afrique-France ou France-Afrique, forcément, on est toujours dans la France-Afrique. Pour quelle raison? Si on veut faire un sommet d'égal à égal, on fait un sommet France-Cameroun, pas un sommet France-Afrique. Et deuxième aspect, si on veut le faire adressé à l'Afrique, alors on fait un sommet Union européenne-Afrique. Donc il y a déjà une asymétrie dans la construction même de la relation qui est perpétrée à travers ce sommet et qui montre très bien là où nous en sommes actuellement. Et la deuxième asymétrie, si on combine la société civile de différents pays d'Afrique en France, alors il faut la mettre en relation avec la société civile française et non pas avec le président de la République française. Donc il y a vraiment dans la construction, toute la France-Afrique est présente. Et après, moi j'ai été assez surpris, j'ai essayé de tendre l'oreille, de savoir un petit peu tout ce qu'il disait, alors j'ai pas pu tout suivre, mais néanmoins des problèmes majeurs comme la situation du NOZO, est-ce qu'ils ont été abordés à un moment de tous ces échanges? J'ai pas l'impression qu'on soit rentré dans le vif du sujet. Donc on est passé complètement à côté des sujets profonds
pour faire quelque chose qui est cette nouvelle forme de France-Afrique. Alors on l'habille bien, on parle très bien, le président Emmanuel Macron est très brillant dans l'élocution, très sympathique, etc. On peut lui dire des choses, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui évolue? La promesse d'un fonds pour favoriser la démocratie, mais ça fait depuis 4 ans et demi que le président Emmanuel Macron est au pouvoir en France, et j'attends toujours un premier geste en direction d'une aide à la démocratie. Il n'y a qu'à suivre la situation au Tchad en ce moment, il n'y a qu'à suivre la situation au Cameroun en ce moment. Enfin, quand même, c'est pas raisonnable d'annoncer ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ce sommet France-Afrique est très malvenu dans la forme et dans le fond, finalement, on est sur l'entretien de cette relation asymétrique, cet héritage colonial. Et j'avoue que moi je suis un petit peu désespéré que le président Emmanuel Macron ne parvienne pas à sortir de cela réellement, concrètement. Dans le discours, il en sort, dans la concrétisation, on attend toujours quelque chose qui pourrait indiquer ça. On le voit nulle part. Alors sur le plateau, vous avez la même lecture, la même analyse sur le choix des acteurs. Macron voulait-il simplement être plus beau et plus rajeuni encore à quelques mois d'une présidentielle en France? Est-ce l'envie, la volonté de séduire peut-être un électorat africain dont on dit quand même que sur la place parisienne et française, il peut engranger des voix face à des gens comme Zemmour ou Marine Le Pen qui ont un discours un peu à l'opposé. Je veux dire, sur le choix des acteurs, cette fois-ci, qu'en dites-vous, Didier? Moi, je pense que Emmanuel Macron n'est pas con. Il agit en bon Napoléon Bonaparte, en bon Charles de Gaulle, qui choisit ses interlocuteurs, ses prochains interlocuteurs, qu'il va, je dirais, comme des implants, les mettre en Afrique, qui seront ses intermédiaires. Il est conscient que la population africaine jeune est autour de 60%. Il est conscient. Et Valérie a dit quelque chose là qui est tout à fait normal. D'ici 4 mois, il y aura des élections. Il sait que le niveau du ressentiment anti-français est trop élevé. Il sait très bien que la jeunesse africaine aujourd'hui, qui est beaucoup plus panafricaniste, ne supporte plus, par exemple, ce qui s'est passé au Tchad, au Mali, les coups fourrés par-ci, par-là. Donc, il y a beaucoup de choses que les jeunes Africains aujourd'hui ne supportent pas. Donc, ils cherchent à diviser pour mieux régner. Donc, il est malin. Il est malin pourquoi? Il choisit comme modérateur ou bien comme acteur principal, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la fable le corbeau et le renard. Lui, le mettant en scène, il a un acteur principal qui est le professeur Achille Mbembe. Et il choisit Achille Mbembe parce que c'est celui-là qui est considéré aujourd'hui comme le plus brillant, comment on l'appelle, comme le plus brillant exégète de la post-colonie. Monsieur Achille Mbembe a toute une littérature prolifique, intense sur la post-colonie. Sauf que ce que les gens ne savent pas beaucoup, moi je l'ai lu dans son ouvrage sorti de la grande nuit, il a consacré tout un chapitre à l'afropolitanisme qui est une rupture avec la négritude et le panafricanisme. Donc monsieur Achille Mbembe n'est pas un panafricaniste. C'est-à-dire qu'il est de la même lignée que Léopold Sédar Senghor, qui sont dans ce qu'on appelle l'universalisme culturel, un peu l'aliénation culturelle. Et c'est pour ça que les Français l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il peut traiter un certain nombre de chefs d'État de satrapes, traiter un certain nombre d'États africains de satrapie, insulter tout le monde. Mais parce qu'il est dans un processus d'aliénation culturelle, évidemment, les Français l'aiment. Il a donc choisi pour cela. Donc, réellement, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il est dans la France-Afrique. Il lui donne un autre ton. Il lui donne un autre visage pour la perpétuation de la dépendance. Parce que quel que soit ce qui va se passer,
c'est lui qui en tire le plus grand intérêt. D'accord. C'est lui qui en tire le plus grand intérêt. Valérie. Et pour sortir, je dirais que, personnellement, je pense que il faut être... Les Africains aujourd'hui, comme disait le professeur Martin Tewa, les Africains aujourd'hui doivent cesser trop de pleurer et être capables de renverser des situations, fussent-elles les plus mauvaises, comme opportunité. D'accord. Valérie? Oui, ce que j'ai à dire à ce niveau, monsieur le député, c'est un peu simple. En réalité, monsieur Macron cherche des relais pour contrôler l'Afrique. Il ne faut pas se cacher. Et c'est pourquoi tout à l'heure, vous m'avez vu, j'ai un peu sauté sur la chaise lorsque j'ai entendu mon frère, Paul Eyoum, dire que ceux qui sont ou ceux qui étaient à ce colloque disaient tout haut ce que des chefs d'État africains ne pouvaient pas dire. Non, monsieur Eyoum, il s'agissait des acteurs qui ont été triés et qui jouaient un casting. Donc il ne disait que ce qui avait été répété en off. Ça, c'est d'un. De deux, il faut très bien savoir que ces sociétés civiles préfabriquées, monsieur Dipita, en réalité, sont le nouveau réseau de la France-Afrique. Sont le nouveau réseau de la France-Afrique. Tout à l'heure, lorsque je disais que je fais partie de ceux qui sont sur ma faim, vous allez très bien comprendre que le passage précédent du député français me donne entièrement raison. Lorsque j'ai fini de parler du diktat économique sur le franc CFA, la deuxième question que tout Africain se serait attendu à voir être débattue aurait été celle de l'ingérence française dans les affaires politiques internes africaines. D'où vient-il qu'en 2021, le député français, par exemple, nous dise qu'il n'a rien entendu sur le Tchad et sur le Cameroun? Non, honorable. Ce n'est pas à la France de régler les problèmes du Tchad et du Cameroun. C'est aux Tchadiens et aux Camerounais de régler leurs problèmes. Parce que, souverainement, nous avons des instruments qui nous permettent ici, des institutions ici qui nous permettent de pouvoir régler ce type de questions. Monsieur le député, j'ai suivi ce colloque sur le temps qui me permettait de le suivre et je suis encore resté sur ma faim sur une autre question. La question du terrorisme en Afrique. Comment est-ce qu'on peut sortir d'un colloque France-Afrique et que nous ne parlons pas du terrorisme qui est devenu aujourd'hui un instrument géostratégique des relations internationales? Tout le monde le sait. Moi, je m'attendais à ce que le président Macron, répondant à l'appel du président Biya, qui, lors de son allocution le 10 septembre 2019, qu'il a réitéré le 19 mai 2020, demandait aux partenaires camerounais, aux pays dits amis du Cameroun, d'aider le Cameroun à lutter contre le phénomène de terrorisme auquel il est confronté, notamment dans les régions de l'extrême nord et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que dans ces régions, monsieur le député, nous faisons face au terrorisme ambazonien en ce moment. Donc, sortir de ce colloque, monsieur le député, sans que la France ne nous dise qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour au mieux extrader les financiers du terrorisme qui sont sur son territoire ou de façon globale sur le territoire européen. On se serait attendu que, bien évidemment, on ait une réponse à ces questions qui aujourd'hui frappent de plein fouet l'Afrique. Et nous le savons très bien, nous l'avons dit ici, il s'agit pour M. Macron de faire une réorientation stratégique des relations entre l'Afrique et la France. Parce que, il ne faut pas se le cacher, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, lorsque vous avez un président comme le chef d'État, M. Biya, qui dit le Cameroun n'est la chasse gardée de personne, et qui renforce M. Dipita en disant que la Chine n'enlève rien à personne, ça vous démontre qu'aujourd'hui, le président Biya est l'un de ces chefs de file, de ceux qui ont compris très tôt qu'il fallait diversifier les partenariats bilatéraux pour permettre au Cameroun de pouvoir non plus être dans la formule de l'aide France-Afrique, mais d'être dans la formule d'une coopération véritable entre l'Afrique et la France, en particulier le Cameroun. Relation France-Afrique, on aurait pu dire Cameroun-France, par exemple. C'est une façon de parler.
Allez-y, Paul. Oui, déjà, je voudrais repréciser ma pensée par rapport à la remarque de Valérie. Quand je dis que ceux qui étaient là-bas ont pu dire tout haut ce que les chefs d'État ne peuvent pas dire, c'est pas en fait qu'ils ne peuvent pas le dire. En fait, c'est qu'ils ne font pas certaines déclarations à cause de la diplomatie. Il y a un certain droit de réserve. Un chef d'État ne s'exprime pas comme un simple leader d'opinion. Il a une certaine réserve. Il peut dire certaines choses en off qu'il n'a pas besoin de venir dire sur la place publique. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que votre question est très intéressante dans le sens où la présidentielle française approche et vous savez que bon nombre d'Africains sont naturalisés français. Donc c'est un électorat de gauche précisément que Emmanuel Macron vise. Et ceux qui ont participé à ce forum, parce que pour moi en réalité c'était un forum, ceux qui ont participé à ce forum, vous allez vous rendre compte que la plupart, ils ont d'autres nationalités. Si vous allez mener une enquête déjà, vous allez vous rendre compte qu'ils ont d'autres nationalités. Donc, c'est des gens qui répondent parfaitement aux critères que recherche le président Macron comme cible. Maintenant, là où il y a une question, c'est qu'on parle des organisations de la société civile. Attention, j'ai toujours dit que nous, les Africains, nous devons faire attention aux organisations de la société civile financées à 100% par les puissances étrangères. Il y a une règle d'or. C'est celui qui finance, qui dicte les lois. C'est pourquoi parfois au Cameroun, vous avez, excusez-moi, je ne vais pas les citer, mais on connaît nos amis qui sont dans les ONG, qui dès qu'il y a un soupçon sur l'armée, à 8 heures, on organise la conférence dans un hôtel. Mais dès que l'armée, il y a des actes contre l'armée, vous voyez, ces mêmes ONG les réagissent parce qu'en réalité, elles sont là pour travailler pour ceux qui les financent. C'est pourquoi moi, j'avais dit que nous, à l'AFP, par exemple, nous voulons que les ONG qui travaillent au Cameroun, du moins les ONG tenues par les Camerounais, puisqu'il y a d'autres ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, qui sont les ONG internationales, mais les ONG par les Camerounais doivent être financées par l'État camerounais pour garantir d'abord l'intérêt du Cameroun avant les intérêts étrangers. C'était juste une parenthèse. Maintenant, pour revenir sur ce forum, Monsieur Achim Bembe, il y a déjà la polémique sur le choix de l'homme pour l'organisation de ces grandes rencontres. Nous n'allons pas revenir là, c'était plus une polémique d'intellectuels. Quand vous lisez ces résolutions, certainement on va en arriver. Moi, je vois là, l'organisation d'un forum, c'est plus des intellectuels, c'est des personnes là, c'est pas des hommes politiques. Parce que quand vous prenez proposition par proposition, vous allez vous rendre compte que l'identité réelle même de la France-Afrique est l'aspect politique de la chose, notamment les questions du franc CFA, les questions de coopération militaire, les questions de sécurité, de terrorisme, les questions de souveraineté. Elles ne sont pas à l'ordre du jour. On vous parle par exemple ici, on vous parle au point 1 de créer un fonds d'innovation pour la démocratie. Mais Macron dit qu'il va donner 30 millions à l'Afrique pour la démocratie. Mais les gilets jaunes marchent tous les jours en France. Ils ont besoin de ces 30 millions d'euros. Macron ne va pas venir. Et quand on dit l'Afrique, les pays comme le Ghana, le Sénégal, qui sont plus avancés sur le plan démocratique, ils n'ont pas besoin de ces 30 millions. L'Afrique doit créer sa propre démocratie. On parle de que la France doit aider l'Afrique à créer les emplois. Non, c'est les Africains qui doivent résoudre leurs problèmes. Par contre, il y a des propositions qui sont très intéressantes. Vous allez embrayer sur le prochain point, justement. On va y arriver. Sur la question de fond, nous y sommes. Et je vais peut-être les énumérer assez rapidement. Après avoir fait l'état des lieux des relations entre l'Afrique et la France. Donc, voici les propositions, les 13, faites par Achille Bembe et tous ces jeunes-là. Je vais les citer sommairement. Créer le Fonds d'innovation pour la démocratie, bâtir la maison des mondes africains et des diasporas, enclencher le programme Campus Nomade, initier le forum euro-africain sur initier les migrations, je pense que je le dis bien, lancer la plateforme de débat Afrique-France, relancer la dynamique de restitution et expérimenter les musées de demain, accompagner la jeunesse africaine vers l'emploi, créer une commission intercontinentale sur la transparence économique, développer le programme Start-up Africa France, faire entendre la voix de l'Afrique sur le climat et la biodiversité, transformer l'aide publique au développement, tisser un nouveau narratif entre l'Afrique tissée et la France, et puis enfin refonder les relations avec l'Europe du XXIe siècle. Cela paraît-il comme des priorités en ce moment, Sébastien Nadeau? Les propositions en tant que telles ne sont pas forcément inintéressantes, mais il y a une réalité qui précède. Comment un pays comme le Cameroun peut faire confiance dans la France pour mettre en place réellement toutes les choses que vous venez d'énoncer? Ça me paraît assez compliqué.
Je vais vous prendre un seul exemple. Ça concerne Africa Digital. C'était un montage qui devait être un montage à partenariat égal entre des gens qui travaillaient en Afrique et des gens qui travaillaient côté français. Au bout d'un an, dans le conseil d'administration, il n'y a que des Français et l'Agence française de développement dit en gros, bah écoutez, c'est nous qui finançons, alors c'est nous qui avons les gens au conseil d'administration. Donc si c'est ce genre de partenariat vers lesquels on va encore une fois, ça ne s'appelle pas des partenariats, justement. C'est là où est le problème. Et compte tenu du passif qu'a la France en matière de relations bilatérales avec un pays comme le Cameroun, moi je dirais maintenant, la France doit apporter des preuves. Vous savez, c'est comme en amour. Je ne peux pas te dire qu'on aime quelqu'un, il faut des preuves de temps à autre. Et moi je crois que la plupart des pays sont absolument lucides sur la situation. La France parle beaucoup à travers son président de la République actuelle. Les précédents parlaient beaucoup aussi. Mais sur des concrétisations de véritables partenariats gagnant-gagnant, moi j'attends de les voir. Pour l'instant, je ne les vois pas venir. Alors ces annonces, moi je dis comme Achille Mbembe, allons-y, essayons encore une fois et encore une fois. Mais enfin, comment y croire vraiment? Pour moi, il y a un problème de confiance qui est extrêmement difficile à solutionner, puisque moi j'entends bien que les responsables de la société civile, alors peut-être pas les jeunes ils ont leur naïveté, et j'aime pas trop cette manière de piège d'ailleurs vis-à-vis de la jeunesse d'un pays comme le Cameroun, mais pour la société civile camerounaise un petit peu adulte dans sa construction politique, sa compréhension des enjeux, elle n'a aucunement confiance dans un pays comme la France, et c'est légitime. Donc il y a à reconstruire la confiance. Et reconstruire la confiance, ça passe certainement pas en faisant plein d'annonces de jolies choses qu'on va faire, sachant qu'en 2017, on avait annoncé des choses, le président avait annoncé des choses, et qu'on est 4 ans après, qu'on peut évaluer, il n'y a rien de fait. Donc pourquoi croire davantage aujourd'hui ? Là est toute la question. C'est pas une question simple de laquelle on peut sortir d'un coup de baguette magique. Mais réellement, il y a quand même un problème de ce côté-là. C'est un discours et des concrétisations. Et on est en attente de concrétisation, et je crois que c'est vraiment de la part de la France vis-à-vis du Cameroun qu'il faut des preuves tangibles, des choses qu'on puisse toucher du doigt, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse voir. On ne les voit pas assez. Valérie, je veux dire, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire à Achille Mbembe et à son équipe autour de ces 13 propositions, n'a-t-il pas quelques-unes, effectivement, qui peuvent susciter quand même de l'intérêt, et puis, si effectivement elles sont implémentées, améliorer peut-être un certain nombre, d'abord, de choses dans la relation, mais dans le quotidien des Africains qui seraient concernés par ces mesures-là? Écoutez, M. Dipeta, vous savez, lorsque vous êtes avec un interlocuteur dans une négociation, il faut savoir qui gagne, susciter l'intérêt pour qui? Pour nous les Africains ou pour la France? Je vais vous prendre un cas. Vous avez parlé d'initier un forum euro-africain de migration. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de repousser les frontières de l'Union européenne ou de l'Europe au sein des pays africains, en amenant les États européens à s'investir davantage dans les politiques migratoires des pays africains, en supportant par exemple les coûts d'extradition, en supportant par exemple les coûts de rapatriement. Quand je parle de coûts de rapatriement, je vais vous faire un clin d'œil. Vous avez couvert cette actualité. Il y a 2 à 3 semaines, il y a eu une brouille qui a été très forte entre Paris, Alger et je crois Rabat, sur la question de la migration, où le ministère de l'Intérieur français estimait que les pays concernés, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc, ne mettaient pas tout en œuvre pour expulser leurs concitoyens ou leur donner les droits de sortie. Plus loin, il y a quelques mois, il y a 2 mois aujourd'hui, il y a toujours eu une brouille parce que les Marocains ont vu d'un très mauvais œil qu'un certain nombre de responsables indépendantistes soient en liberté en France
ils ont quasiment laissé les vannes ouvertes au niveau des frontières. Vous avez vu ce qui a suivi. Donc vous comprenez très bien que ce type de forum-là, il sert à qui? Il ne sert pas aux Africains, il sert aux Européens, parce que Macron n'est pas fou. Macron sait très bien que Marine Le Pen et beaucoup de candidats à la présidentielle l'attendent au tournant sur la question de l'immigration. Et c'est une question qui, depuis Jean-Marie Le Pen jusqu'à la dernière présidentielle, a cristallisé le débat en France et a fait basculer l'électorat dans un sens comme dans un autre. Je vais aller plus loin. Lorsqu'on nous dit ici la création d'un fonds d'innovation, M. Dipita, pour la démocratie, en réalité, on recycle les usages des financements des oppositions en réseau et des groupes de société civile que nous avons tous observés dans les années 90. Et même aussi des pouvoirs en réseau. Et tout ça, pour quel objectif? Cela permet de moduler l'aide au développement tout en mettant en place les réflexions issues de la note pangolin qui date d'avril 2020. Cette note, vous la savez très bien, qui sort du Quai d'Orsay et qui parle du rôle et du poids des sociétés civiles dans le rôle des alternances. Je vais donc vous poser une question simple, monsieur député. Non, comme c'est moi qui les pose ce soir. Mais elles sont rhétoriques. Voilà. Lorsque la constitution de l'État du Cameroun dit à son article 3 que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, et lorsqu'elle dit plus loin, cette constitution, que les représentants souverains du peuple sont le président de la République et le Parlement, vous comprenez très bien que l'instrument de démocratie, l'instrument qui régule notre vie démocratique, ce sont les partis politiques. Mais vous voyez tout de suite, on nous crée un fonds d'innovation pour la démocratie où on intègre un acteur qui s'appelle société civile. C'est quoi la société civile en réalité, monsieur député? On a les partis cachés en société civile. Disons-nous la vérité, les sociétés civiles telles qu'elles sont faites en Afrique et principalement au Cameroun sont des groupes de dissidence, sont des groupes de révolution, sont des groupes de rébellion déguisés. Pas toujours. Qui en réalité ne jouent que dans le sens de l'affaiblissement de nos... C'est pas trop exagéré aussi, ce que vous dites là? Non, c'est pas exagéré. Je le dis même, et je peux même vous dire que je mesure mes propos. Vous n'allez jamais retrouver dans notre pays, au Cameroun, une note qui sort d'une organisation de la société civile qui ne ressemble pas trait à trait à une autre des organisations terroristes qui font couler du sang dans ce pays. Monsieur le député, c'est pas moi. Vous êtes un journaliste d'investigation chevronné. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, à partir du moment où on est en train de nous mettre en place un petit casting d'acteurs qui n'auront pour rôle que de ressortir ce que la métropole leur dit. Vous comprenez très bien que ici, nous avons en réalité affaire à un fonds de révolution, à un fonds de déstabilisation, sans plus, sans moins. Je vous l'ai dit, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'une coopération. Nous avons besoin aujourd'hui que nos relations soient équitables entre les pays africains et la France. Sur le contenu. Mais je voudrais dire, il y a la société civile qui fait un excellent travail au Cameroun. Et moi, je suis d'avis que la société civile, oui, bien sûr, on ne va pas peindre tout en noir. On connaît... Non. Il y a même la société civile proche du pouvoir. Il y a même les partis d'opposition qui sont déguisés en société civile. Bien sûr, il y a les sociétés... Non, je vais pas dire... Ce n'est pas l'objet du débat. C'est pas l'objet du débat. Je veux dire, il y a la société civile qui fait un très bon travail. Mais la source de financement est parfois... C'est là où moi j'ai un problème. Parce que lorsque la source de financement est extérieure, il est logique que ces ONG travaillent pour l'extérieur. Et c'est pourquoi je dis les organisations de société civile camerounaises, tenues par les Camerounais et de droit camerounais, doivent être financées à 100% par l'État du Cameroun pour bien faire leur travail. Ça ne doit pas devenir des organes de propagande. Attention, mais ça doit être des organes qui font bien leur travail de société civile sans plus bénéficier des fonds étrangers. Maintenant, sur le fond, sur les résolutions, comme bon point, je dirais il y a 3. Vous avez la proposition où on vous dit d'enclencher le programme Campus Nomade. Ce n'est qu'une chose normale. Là, on parle de, comment on appelle ça, le transfert, l'intelligence, la technologie. Ce n'est qu'une chose qui est normale, qui peut se faire. Vous avez un autre point, on l'énumère aussi, développer le programme Startup Africa France. Ça, c'est pour pouvoir développer les startups africaines. C'est aussi une bonne chose. Vous avez ensuite l'autre point de transformer l'aide publique au développement. Voilà un point où les politiques devaient avoir la parole. La question du franc CFA intervient justement à ce niveau. Parce que avec le système du franc CFA, vous savez que toutes nos devises à 50% sont gardées au trésor français. Comment donc, toi, mon banquier, tu gardes mon argent,
je viens, j'ai besoin de mon argent et tu dis que tu es en train de m'aider. C'est là où ce point prend tout son sens. On ne peut pas parler d'aide publique au développement quand vous tenez les ressources financières des gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. Donc, il faut que les Africains comprennent que nous devons changer le paradigme. Et c'est là où je félicite ceux-là d'avoir dit au président français qu'il ne s'agit pas d'aide parce que vous détenez, particulièrement pour les pays qui sont dans la zone franc CFA, vous détenez les avoirs de l'Afrique. Donc, ce que vous faites, vous êtes juste en train de jouer un rôle de banquier. Maintenant, les points sur lesquels je m'interroge, je ne vais pas revenir sur la création du Fonds d'innovation pour la démocratie, j'en ai déjà parlé. Il y a ensuite le point suivant, accompagner la jeunesse africaine vers l'emploi. Mais je veux comprendre une chose, qu'est-ce que la France vient chercher dans la création d'emplois en Afrique? Je ne comprends pas. Il y a plus que les groupes français qui agissent même déjà au Cameroun, ils créent des emplois. Je ne vais pas les citer ici. Je ne vois pas en quoi l'État, la France est concernée par la création d'emplois en Afrique. Peut-être c'est un moyen pour eux de dire qu'ils vont lutter contre l'immigration, pour dire que ceux qui vont souvent en France, là-bas, c'est parce qu'ils cherchent un mieux-être. Ça rappelle d'ailleurs la phrase du président Sarkozy au Sénégal en 2007, qui avait dit qu'on sait que tous les Africains rêvent d'aller en France. Et puis on lui a dit, attention, ceux qui rêvent d'aller en France, c'est ceux qui ont des conditions difficiles pour évoluer en Afrique. Ce n'est pas que tout le monde rêve d'aller en France. On lui a dit non. Regardez bien le profil, c'est les calibres calibro. C'est une caricature que je fais. C'est ce genre de personnes qui rêvent d'aller en France parce qu'on va faire la casse, on va faire tout ce qu'on va faire, on va faire un peu de bruit et on aura les papiers. En même temps, les profils sont aussi variés que ceux qui... Non, attention, je parle... Non, il a parlé de rêver. Il parle de rêver. Un intellectuel ne rêve pas d'aller en France. Il rêve d'aller faire... Non, il fait ses études en France, mais il ne rêve pas de vivre en France. Non, il va faire ses études. Un homme d'affaires va faire ses affaires. Vous, journalistes, vous allez couvrir les événements. Nous, les hommes politiques, on peut y aller dans le cadre des partenariats. D'autres pour aller en vacances. Mais quand je dis, il avait dit rêver, Vous devenir également les meilleurs. Vous avez un autre point. On vous parle de la création d'une commission intercontinentale sur la transparence économique. Mais ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si la France veut connaître où sont logées ces entreprises, ces entreprises, est-ce qu'ils ont besoin des Africains? Ils ont leur fichier, leur ambassade, leurs multiples ambassades sont là. Elles travaillent. Et vous avez un dernier point. Vous avez un dernier point. On vous dit faire entendre la voix de l'Afrique sur le climat et la biodiversité. Moi, ça m'amuse. Les pays qui polluent la planète sont connus. L'Afrique, c'est-à-dire que même si vous réunissez tous les pays d'Afrique, je ne suis pas sûr qu'on va se réunir dans le top. On va se retrouver dans le top 10 mondial. Donc, pour moi, les questions concernent biodiversité, climat, etc., c'est plus les combats des grandes puissances que les nôtres. Nous, on a besoin... Non, je sais que Didier, c'est un écologiste, je sais. Mais nous, on a besoin... Non, la déforestation, attention. C'est pas la biodiversité. Vous n'avez pas la parole, ça pourrait terminer. Je dis, nous, les Africains, nous avons encore besoin de passer à une étape où on doit industrialiser. La déforestation, ce que Didier dit est important. Non, je ne suis pas en train de... Ils n'ont pas de biodiversité. Mon propos n'est pas antinomique par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est dans le sens où planter les arbres, c'est des choses qui peuvent se faire ici. On n'a pas besoin de coopération avec la France pour lutter contre la biodiversité. D'accord, déjà la parole. Moi, je pense que tout ce que j'ai suivi là, c'est un ensemble d'éléments de langage juste pour embellicoter les plus naïfs. On n'est plus naïf. C'est des propositions qui ne vont jamais être réalisées. Il faut qu'on soit sûr. Vous savez, je voudrais parler des choses que les Africains font aujourd'hui grâce à leur propre financement. Je vais parler par exemple du Green Wall, le mur vert. C'est 130 hectares de sol à reboiser. Ça part du Sénégal jusqu'à, je crois, Djibouti. C'est les Africains qui n'ont pas eu besoin de qui que ce soit. Tu me rejoins donc. On n'a pas attendu la France. C'est ce que je disais. Deuxièmement, je prends encore un cas qui aurait pu, que la France aurait pu nous accompagner si réellement elle était avec nous. Je prends le cas du bassin du Congo, le bassin du lac Tchad. En 1970, le bassin du lac Tchad avait moins de 2 millions d'habitants, avait 23 000 km² de surface. Aujourd'hui, le bassin du lac Tchad, c'est moins de 1500 km² détruite par les changements climatiques, la sécheresse et puis les activités anthropiques. Alors, il faut aujourd'hui, pour solutionner ce problème, la problématique du lac Tchad, encore que le bassin du lac Tchad est devenu aujourd'hui le repère où tous ces gourous-là, ces gourous djihadistes-là recrutent les jeunes qui sont
auraient pu travailler simplement dans le bassin du lac Tchad, qui est très très riche. 35 millions d'habitants, une population cosmopolite. Mais eux, non, la France n'a rien fait. Il faut aller prendre de l'eau dans le bassin du Congo pour aller alimenter le lac Tchad. Rien n'a été fait. Il y a beaucoup de choses comme ça là, que la France aurait pu accompagner l'Afrique et sortir de cette cafarnaum. Quand mon cher ami parle, et on parle de la déforestation, la biodiversité, en disant que c'est l'affaire des autres, je dis non. On connaît les entreprises aujourd'hui qui font dans l'extraction, je dis bien extraction et non exploitation, de nos ressources naturelles, qui sont en train de détruire tous les écosystèmes forestiers du bassin du Congo. On les connaît, je ne voulais pas les citer ici pour faire la mauvaise publicité, on les connaît. Et qu'est-ce que la France dit? Quand je prends par exemple le cas des entreprises françaises qui sont au Cameroun. Je ne vais pas les citer. Je ne vais pas les citer. D'accord. 90% de ces entreprises-là, de ces entreprises multinationales-là, presque toutes, pardon, utilisent comme main-d'œuvre temporaire, parce que 90% de leurs activités sont externalisées. Je peux les citer, mais je ne voudrais pas les citer ici. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes ces entreprises multinationales-là, 90% de leurs activités sont externalisées dans ce qu'on appelle les emplois temporaires. C'est un problème, c'est un sérieux problème qu'il faut attaquer. Bon, toutes ces propositions, moi, ça me donne les mots de tête. Il y a un problème sérieux. Moi, je crois que, au lieu de perdre le temps en train de discuter sur des propositions qui ne vont jamais trouver de solution, il faudrait que l'Afrique, les intellectuels africains, soient capables aussi de se rencontrer. Moi, je n'ai rien contre Achille Mbembe, qui est resté droit dans ses bottes, dont on connaît la vision idéologique ou bien idéale. On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il peut faire. Il faudrait que les gens... Il a pendant longtemps organisé des ateliers de pensée qui n'ont jamais pris en compte toutes les résolutions dans ces ateliers de pensée. N'ont jamais été pris en compte par les leaders africains qui ont le pouvoir. Donc il est temps aujourd'hui que les Africains eux-mêmes se mettent ensemble, comme disait le professeur Kizerbo à l'époque, l'école pour l'Africain et pour les besoins des Africains. Moi, je pense que c'est dans cette direction-là que nous devons aller. Et laisser Macron dans ces choses-là, juste parce que lui veut être président alterne ad vitam. Donc, moi, je pense qu'il faudrait ne pas... et puis, en tant que militant écologiste, je suis pacifiste. Je ne serai jamais contre les rencontres, hein, parce que chaque fois quand les gens se rencontrent, quand ils discutent, c'est les barrières de la division qui reculent. Donc, on peut aussi, pourquoi pas, ne pas éviter de jeter l'enfant avec l'eau du bain, et puis transformer ce qui on peut tirer quelque chose de positif là-bas, et puis l'exploiter, ne serait-ce que sur le plan de la réflexion structurelle. Alors, Sébastien Nadeau, question de sortie de thème, hein, pour conclure. Et puis transformer ce qui on peut tirer quelque chose pour sortir de ce thème. Alors, manifestement, les panélistes, la plupart, vous avec, ne semblent pas forcément épouser cette approche, cette nouvelle approche, et même les 13 recommandations d'Achille Mbembe. La question, il ne s'agit pas forcément de le corriger, mais je veux dire que puisqu'on est dans un nouveau paradigme, puisqu'on envisage de nouvelles relations Afrique-France, s'il faut les refonder, les reformuler, les refaire aujourd'hui, quelles en seraient les priorités? Quelles en seront les priorités? Quel serait le chemin à suivre? Puisqu'on envisage de nouvelles relations Afrique-France, s'il faut les refonder, les reformuler, les refaire aujourd'hui. C'est très difficile de répondre, mais je crois que quand vous dites cette nouvelle manière de voir les relations à travers le discours d'Emmanuel Macron, je crois au contraire que ce sont les vieilles manières qui sont toujours là. Et malheureusement, je dirais, il n'y a pas d'apprentissage et de mise à jour qui ont été faites. La jeunesse au Cameroun, elle est très différente, elle fonctionne très différemment, elle peut être mobilisée par les nouvelles technologies jusqu'à des endroits qui sont assez reculés. Il y a toutes sortes de choses qui sont très nouvelles. Donc je crois qu'il y a
à repenser les relations, mais surtout, je suis très attentif à ce qui a été dit précédemment. Si on attend quelque chose de la France, c'est une aide sur les questions environnementales, puisque la France arrête pas de dire qu'ils vont faire plein de choses en la matière. Donc pourquoi ils n'en font pas au Cameroun? Pourquoi ils n'en font pas davantage au Gabon, en dehors des effets d'annonce? Parce que les effets d'annonce, on les a. Donc, moi, je suis assez en attente de réponses concrètes. Et par ailleurs, sur les nouvelles relations, y a des gens qui sont nés en France, maintenant ils sont sur le territoire camerounais, ils sont camerounais, ils ne peuvent pas venir en France. Parce que c'est une autre question qui a été abordée, ces questions migratoires. La France s'est fermée comme une coquille et veut surtout pas, pour quelles raisons obscures, c'est tout à fait incompréhensible en réalité, mais veut surtout pas voir arriver beaucoup de gens du continent africain. Alors avec ces réalités du moment, que j'espère passagères, et j'espère une transformation, tous les candidats à la présidentielle n'ont pas du tout le même regard sur ce qu'il faudrait construire avec l'Afrique. Vous savez, il y a des candidats qui sont très soucieux essentiellement que les grandes entreprises aient enfin une responsabilité sociétale en France et à l'étranger, ce qui est loin d'être le cas pour nos grandes multinationales. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que il y a maintenant largement assez d'Africains, il y a largement assez de Camerounais qui sont hautement formés, qui sont compétents dans des domaines variés pour que les clés du Cameroun soient entre les mains des Camerounais et uniquement des Camerounais, et sans attendre telle ou telle sorte de réaction d'un pays qui se dit ami mais qui ne montre pas réellement qu'il l'est. Donc moi je crois qu'il y a une première chose, c'est la prise de conscience qu'un pays comme le Cameroun a quand même des richesses extraordinaires et a maintenant une capacité, de par les gens qui ont été formés. Alors certes, il y a des endroits où les questions éducatives sont catastrophiques au Cameroun, mais je dirais chacun doit balayer devant sa porte. C'est pas une critique du Cameroun là, mais il y a vraiment à se dire que cette espèce de complexe dans la relation entre la France et le Cameroun doit tomber, mais elle ne tombera que par les Camerounais qui imposent leur manière de construire le Cameroun. Et c'est vrai qu'en venant dans cette manière de sonner France-Afrique, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un peu en arrière. Je comprends le cheminement de certains qui l'ont fait. Je comprends parfaitement que des jeunes qui ont 18-20 ans à qui on propose de venir faire ça pendant 3 ou 4 jours, comment vous voulez qu'ils résistent? C'est super sympa. Moi j'y étais à Montpellier, c'est très agréable. Enfin voilà. Mais très honnêtement, c'est pas là que les choses se jouent. C'est pas dans la relation avec la France que les choses se jouent, c'est dans la construction du Cameroun entre Camerounais que les choses se jouent. Il y a des leaders politiques de qualité dans toutes les formations politiques du Cameroun. Alors il y en a, vous savez, je suis plus ou moins en relation avec certaines, mais il y a des leaders de qualité dans toutes les formations. Il y a des leaders dans les hautes technologies. Il y a des intellectuels. Alors si vous voulez une conclusion sur cette première partie, c'est qu'est-ce que vous attendez encore de la France? Il n'y a plus besoin de la France. D'accord, vous restez en ligne. On va rapidement débriefer sur cette dernière question avec les panélistes avant de prendre le deuxième thème. En un mot ou en deux, pour passer à autre chose rapidement, s'il y a un nouveau paradigme à envisager dans les relations France-Afrique, Afrique-France, c'est selon, que proposeriez-vous, qu'en diriez-vous, Valérie? Écoutez, sur le plan sous-régional, le panéliste précédent, le député français, il a parlé de courage. Mais je pense que je peux lui dire que en Afrique centrale, le baobab que représente le Cameroun a déjà pris le courage d'un certain nombre de réformes. Il vous souvient, M. Dipita, qu'en 2018, si mes souvenirs sont bons, le chef de l'État avait fait convoquer ici
une session extraordinaire de la CEMAC. Le seul point à l'ordre du jour était les réformes sur le plan monétaire. Nous ne pourrons pas sainement discuter d'un certain nombre de questions tant que nous n'avons pas résolu l'épineuse question du franc CFA. Ça, c'est d'un. De deux, la deuxième chose, comme on est en train de sortir de la question, il faudra aussi dire que les dirigeants africains, de façon globale, doivent commencer à repenser eux-mêmes, et c'est déjà le cas, leur relation avec la France. Parce qu'on ne peut plus être au XXIe siècle et on continue à avoir des États qui ont des bases militaires françaises. Pour faire quoi? Pour inféoder, pour sécuriser? Non, nous devons déjà nous-mêmes être capables. Et il y a un certain nombre de pays, dont le Cameroun, qui ont entrepris des réformes profondes et structurelles sur le plan de la sécurité nationale, sur le plan de la défense territoriale, pour pouvoir faire face à tout type de menaces. Donc je dirais simplement pour sortir de la question que le colloque de Montpellier, le colloque qui s'est tenu à Montpellier, M. Dipita, pour moi, principalement, le citoyen Valéry Mandingué, il n'intéresse que les acteurs qui ont été conviés, triés par les ambassadeurs en Afrique, c'est tout. Didier. Mais dans le quotidien, il n'apportera rien aux Africains. Oui, moi je voudrais faire un peu du benchmarking. Je suis de l'école asiatique, j'ai beaucoup travaillé avec les Chinois et les Indiens. Moi je préfère parler des Indiens parce que depuis un certain temps, il y a certains Camerounais qui pensent que les Chinois sont mieux que les Français, mais moi je leur dirais que l'impérialisme chinois est plus vicieux que l'impérialisme français. Les Chinois font dans l'extraction de nos ressources naturelles, alors que la France est encore dans l'exploitation. Allez voir ce qui se passe à l'Est, dans l'exploitation des minéraux et de l'or. Allez voir ce qui se passe à Nanga, la culture du riz. Allez voir ce qui se passe dans les exploitations forestières. C'est malheureux, c'est regrettable. Et la Chine est ferme sa technologie. Peut-être les Français peuvent même peut-être échanger. Donc moi, je voudrais parler un peu, échanger avec vous l'expérience indienne. Parce que lorsque je travaille avec eux, de temps en temps, moi, je leur ai demandé comment ils ont fait pour être à ce niveau de développement. Didier, juste une petite parenthèse. Oui, autant vous êtes un ambassadeur de l'Inde, autant vous pourrez aussi trouver les ambassadeurs de la Chine. Mais vous ne pouvez pas faire le reproche à l'État du Cameroun de diversifier ses partenariats. Non, je n'ai pas dit non. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. La preuve, c'est que lorsque tu as parlé de la diversité des partenariats bilatéraux, multilatéraux, je suis d'accord avec toi. Mais accepte que si je trouve quelque chose qui n'est pas bien, que je dénonce. D'accord. Vous comprenez? C'est ça, moi, ma casquette de militant anti-écologie. Donc, pour dire que c'est d'abord notre culture. Parce qu'on ne peut pas se battre aujourd'hui parce que tel parle anglais, tel parle français. C'est d'abord notre culture. Les Indiens me disaient que c'est d'abord toute leur politique publique, toute leur économie, tout ce qui regarde même leur science. Tous ces facteurs, tous ces déterminants-là sont bâtis sur un socle culturel. C'est d'abord notre culture, notre histoire et surtout, il faudrait aussi qu'on ne pense pas que on peut se développer uniquement avec des forats France, Afrique, Turquie, Afrique, Japon, Turquie. Tous ces gens-là n'ont qu'un seul objectif, leur intérêt. Donc, il faudrait que l'Afrique aussi pense à ses propres intérêts et que nos intellectuels, au lieu de pinailler ou bien de vouloir jeter Hachim Bembe à la GN, qu'on pense aussi qu'avec lui, ils peuvent discuter et puis sortir quelque chose de bien. Parce que, quel que soit ce qu'on peut penser aujourd'hui, l'Afrique ne doit se développer qu'à partir des solutions endogènes. Paul Youm, pour terminer sur ce premier thème, on entend le second. Oui, je voudrais déjà dire que les États africains, la jeunesse africaine, nous n'avons pas de problème particulier avec la France aucunement. Tout ce que nous demandons, c'est juste qu'on laisse les Africains décider de leurs propres affaires. Et l'autre chose que vous ajoutez, je déplore les hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition qui cherchent encore au XXIe siècle, en 2021, à refaire les pratiques que nous avons, les pratiques moyenâgeuses que nous avons connues sur l'époque coloniale. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de réaliser qu'il y a une nouvelle génération d'Africains qui pensent qu'il est temps que les Africains aient véritablement ce que nous appelons l'AFP, la souveraineté
populaire où nous devons avoir l'exclusivité de la gestion de nos affaires. La France est un pays ami, c'est un pays qui investit en Afrique, qui investit notamment au Cameroun, dont on connaît le poids sur l'économie. Vous prenez la rupture? Nous connaissons le poids pour l'économie, je ne sais pas ce que vous appelez la rupture, mais nous devons être dans un cadre de respect mutuel. La France est une grande nation, nous respectons ses valeurs de démocratie, de liberté, d'égalité, etc. Mais la France, notamment les dirigeants français précisément, ils doivent retenir qu'il y a une nouvelle génération d'Africains et celle-ci est assez émancipée, assez mature, assez préparée à la gestion des choses africaines de manière exclusive et de manière endogène uniquement. Voilà donc pour ce qui est du premier thème de cette émission. On va tout de suite évoquer la deuxième thématique. Ce sera juste après la transition. Revenir d'abord sur la sortie du chef du gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais davantage essayer de faire un état des lieux, une forme de bilan, 2 ans après le grand dialogue national. Je commence à nouveau par vous, hein, Sébastien. Alors, dites-moi, aujourd'hui, quelle est l'idée, quelle est la lecture, quel est le regard que vous jetez sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sachant que, y compris l'armée, hein, on a pu observer ces dernières semaines, ces derniers mois, que les séparatistes ont pu acquérir un matériel, un armement, j'ai failli dire moderne. On parle des roquettes, on parle des mines antipersonnelles, bref, un certain nombre d'équipements qui, fatalement, sont, je veux dire, négatifs pour l'armée camerounaise, puisqu'on continue de perdre des hommes. Je crois que ça se résume en quelques mots. La situation est très grave. Je crois qu'il faut nommer, il faut dire avec les mots justes ce qui se passe actuellement. La situation est très grave parce qu'elle échappe aux gens de raison, aux gens de dialogue, et que d'autres formes de solutions que celles de la violence ne sont plus tout à fait celles qu'on met en avant, qu'on promeut à un endroit ou à un autre. Donc la situation est extrêmement grave. Moi, je travaille sur un certain nombre de situations de conflit à des niveaux très très différents. Hein. Certains conflits qui ne sont pas encore des conflits où la violence est installée, d'autres où la violence a fait irruption et puis on est plutôt dans un moment où les choses redescendent. La situation me paraît extrêmement grave parce qu'on ne voit pas le mode d'issue. On voit difficilement les protagonistes sur le terrain aller vers une phase de dialogue et pour avoir vraiment fait tour après tour de la communauté internationale est très silencieuse et finalement assez peu active. Il y a bien quelques tentatives sincères parce qu'il y a des gens qui vraiment ne supportent pas la violence où qu'elle soit, dans quel pays que ce soit. Il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada. Mais pour l'instant, véritablement, le début d'une phase de dialogue qui conditionnerait d'abaisser le niveau de violence, on le voit pas venir. Donc la situation est très grave. Je vois des politiques en grande difficulté et pour cause. La situation est très difficile. Elle a évolué, elle a dérapé petit à petit avec des choses tout à fait atroces. Et donc on est aujourd'hui à un moment qui est loin d'être simple. Et on aimerait pouvoir se retourner vers les Nations Unies et qu'il y ait un arbitrage international. Mais malheureusement, le Cameroun est dans sa pleine difficulté à un moment où les Nations Unies sont eux-mêmes dans leur pleine difficulté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas opérationnels pour amener des facilitations à ce conflit qui devient de plus en plus dur. Donc oui, la situation est très grave. Après, moi, je ne suis pas connaisseur de près, comme vous l'êtes tous autour de la table, mais le regard extérieur, c'est un vrai regard d'inquiétude. Et
au moins dans cela, mon travail a un petit peu porté, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des Français qui s'en inquiètent. En décembre 2019, quand j'ai parlé de cette situation dans l'hémicycle en France, tout le monde a ouvert grand les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y avait plein de gens qui découvraient qu'il y avait une zone anglophone au Cameroun, ce qui est quand même assez surprenant. Vous imaginez le niveau de méconnaissance quand même du pays, et y compris chez les politiques. Et donc, il y a un début de prise de conscience, il y a quelque chose qui se trame, qui est extrêmement grave et sur lequel porter le regard, déjà, c'est peut-être espérer un petit peu atténuer, empêcher que l'irréparable soit encore plus souvent commis, et puis aussi faire peser la possibilité d'une justice. S'il y a des gens qui commettent des exactions, d'où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils doivent pouvoir comparaître devant la justice, ils doivent payer pour ce qu'ils commettent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez dans les têtes, puisqu'il y a un certain nombre de situations en attente de jugement dans d'autres situations de montée de violence dans des pays voisins. Donc la situation est vraiment grave, et je pense que les responsables camerounais, camerounaises doivent vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et réfléchir ensemble, y compris quand on est dans le combat politique. Il y a un moment où le combat politique avec des opposants politiques, il doit cesser parce qu'il y a l'essentiel qui se joue ailleurs et sur lequel il faut travailler. D'accord. Didier, vous partagez la même gravité, le même sentiment de délitement, d'aggravation de la situation dans cette zone-là? Oui, plus ou moins, parce que nous sommes dans l'enlisement. Mais je voudrais dire à monsieur le député que lorsqu'il parle de la communauté internationale, la communauté internationale est une nébuleuse. Ça, c'est un discours teinté ou bien matiné, pas d'hypocrisie, c'est quand même un honorable, mais un peu d'hypocrisie. Oui, lorsqu'on dit la communauté internationale est silencieuse, je n'aime pas beaucoup ce discours-là, et mon jeune frère Eyoum Paul le sait très bien. Il faut dire exactement qui est silencieux. Bien sûr. On sait que l'Organisation des Nations Unies, c'est elle qui avait demandé à la France d'administrer le Cameroun oriental et demandé à l'Angleterre d'administrer Southern Cameroun, Northern Cameroun. Pourquoi aujourd'hui la France est silencieuse? On sait qu'en 1961, on nous reproche souvent de faire retour, d'aller encore dans l'histoire lorsqu'il faut parler du conflit armé du Nozo, qui est une menace hybride. On nous le reproche. Or, l'histoire est pourvoyée d'arguments. Il parle de la communauté internationale. Non. La France doit se prononcer. C'est l'ONU qui avait organisé le référendum en 1961. Et c'est l'Angleterre qui avait dit aux indépendantistes à l'époque qu'il est impossible qu'il y ait un État anglophone parce que cet État économiquement n'est pas viable. C'est ce qu'on leur avait dit. M. Djongo Foncha est même allé en 1958 en Angleterre. On lui a répété la même chose en leur assurant que non, vous allez rentrer dans un État fédéral. On leur a dit la même chose. D'où vient-il aujourd'hui? Si aujourd'hui, cette communauté internationale, entre guillemets, ne veut pas prendre la parole, c'est qu'elle est hypocrite. C'est qu'elle joue au bon pilatisme. Et c'est ça le problème dans le Nozo. Autant cette communauté internationale nébuleuse joue, autant certains hommes politiques ici, qui sont bien dans la nécropolitique, jouent avec la roubladie, autant d'autres, certains de vos confrères, excuse-moi, je ne fais pas leur procès, jouent ce même rôle. Et ce qui est dangereux, parce qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Le problème anglophone, qui est aujourd'hui une menace hybride, qui est aujourd'hui une guerre irrégulière, avec des morts d'hommes. Ça a commencé, on nous a dit que c'est parce qu'on avait tapé sur les avocats, c'est parce qu'on avait tapé sur les étudiants. Mais c'était tout un alibi, c'était juste un alibi. Les choses qui ont commencé avec les armes blanches,
les fronts que nous avions au village. Aujourd'hui, les gens ont des armes sophistiquées. On dirait une armée conventionnelle. Quel est ce pays où tous les pays, tout un État souverain n'a qu'une seule armée? Je rends hommage ici à notre force de défense et de sécurité. N'a qu'une seule armée. Une armée en face n'est qu'une armée irrégulière. Et leurs combattants qui sont irréguliers ne peuvent pas bénéficier du statut de prisonnier de guerre. D'accord. Monsieur Dipita, il faut le dire une fois pour toutes. Il n'y a jamais eu d'indépendantistes dans les négociations. On leur avait dit, il y a encore des bulletins qui existent. L'histoire est là. Vous ne pouvez pas être indépendant. Si vous voulez être indépendant, vous devez choisir. Soit vous ralliez au Cameroun oriental, à la République du Cameroun, ou à la République fédérale du Nigeria. La NOTEN est partie au Nigeria. Le 11 septembre, c'est devenu presque une journée de deuil national que le président Idjo va transformer après comme la fête de la jeunesse. Et la soutane, 11 février, pardon, et la soutane s'est mise avec nous. Et en juin 61, à Fumbat, on a mis sur pied une constitution. D'accord. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce discours teinté de roubladise. Les gens ne doivent pas... c'est quand même assez grave. Vous comprenez que les gens voient comment les jeunes meurent, comment on tue, comment on assassine, comment on brûle les édifices publics, et que les gens, partout sur les plateaux de télé, cherchent à justifier cette guerre. Cette guerre ne doit pas être justifiée aujourd'hui. On peut l'expliquer, mais pas la justifier. Parce que face à une menace hybride, il faut faire beaucoup attention. Valérie. Monsieur Dipita, vous allez m'excuser, mais je pense que sur cette question, je risque d'être un peu long. Parce qu'il faut contextualiser les choses. Mais l'enjeu aussi, c'est d'être... Ou les recontextualiser. L'enjeu, c'est quand même également de maîtriser le temps. La première des choses est qu'à l'entrée de cette question, je m'incline sur la mémoire des Camerounais qui ont perdu la vie du fait du terrorisme ambazonien. Je vais être un peu à l'opposé de ce que l'aîné Didier a essayé de dire sur ce plateau. Je voudrais dire au député Nadeau que pour la question corse ou pour la question catalane, il n'y a pas une intervention de la communauté internationale. Ces questions se sont gérées souverainement par les États français, les États espagnols. Il est vrai que le député Nadeau a le droit d'avoir cette position. Parce qu'en 2020, il a soutenu ouvertement la sécession des indépendantistes catalans. Il est allé jusqu'à faire une intervention au Parlement européen pour demander pourquoi on a levé l'immunité de Puigdemont et ses amis. Et il a reçu la réponse ferme de ses homologues européens. Il est donc temps, Monsieur Dipita, que ce jeu équilibriste, mes complices, cesse. Depuis 2017, le Cameroun est frappé exactement depuis le 22 septembre 2017. Si M. Nadeau ne le sait pas, par le terrorisme ambazonien, à partir d'un appel fait le 22 septembre à Abuja. Tuez plus de policiers, tuez plus de militaires, vous aurez plus de primes. Monsieur Dipita, vous savez qui a prononcé cette phrase? Sisikou Ayouk Tabé. Lorsque vous avez indiqué ici que nous serons 4 panélistes sur ce plateau, vous avez omis de dire jusqu'à présent qu'il y a un panéliste qui manque. Non, mais je l'ai dit. Et il manque à dessein. Ce panéliste est le représentant du MRC. Il manque à dessein. Non, vous n'avez pas fait le procès. Emmanuel m'a envoyé un message. Oui, monsieur Dipita, laissez-moi. Oui. Il a un contretemps qui... Oui, il a un contretemps. Il a un contretemps parce que le contretemps peut aussi être lié à une thématique. Vraiment, évitons d'avoir des temps de réponse. Il n'est pas là. Oui, monsieur Dipita, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y donc. Ce que je voulais dire, c'est que lors d'une représentation, entre guillemets, politique en France, en 2019,
du président de ce parti politique, il y avait un écriteau en bas de l'estrade, le podium. Il y avait libéré les prisonniers politiques. Et vous savez qui le MRC avait mis en tête d'affiche? Sissokou Ayouk Tabé. Il y a moins de 2 mois, les Camerounais ont découvert, tous ahuris, à un meeting du parti du MRC, où les ambazoniens qui ont assassiné des enfants à Kumba, qui ont assassiné des Camerounais dans des églises dans le nord-ouest, étaient en train de festoyer avec les militants du MRC. Oui, donc, vous comprenez très bien, vous allez comprendre quand je vais chuter, vous comprenez très bien qu'il faudrait que le député Nado comprenne qu'il y a des complicités internes et il y a des complicités externes. Tout à l'heure, j'ai parlé de la diplomatie, en parlant de l'appel du chef de l'État du 10 septembre 2019 et du 19 mai 2020. Fort heureusement, M. Dipita, il commence à porter ses fruits. Aux États-Unis, dans l'État du Maryland, il y a plusieurs financiers du terrorisme ambazonien qui ont été inculpés par la justice fédérale. Moi, je m'attendais à ce que le député Nado, qui intervient en direct, qui a été l'un des plus virulents à l'Assemblée nationale française, parce qu'il était opposé à la vente des armes françaises à certains pays du Golfe. Nous sommes en 2018, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qu'il ait une posture, qu'il ne soit pas une posture équilibriste, qu'il dise clairement qu'effectivement, au Cameroun, à l'issue du grand dialogue national, le président Biya a mis sur la place une proposition de paix qui tient toujours. Déposer les armes, intégrer les centres de DDR et retrouver une vie civile. Cependant, on ne peut pas le faire si on continue toujours à être attaqué. Je voudrais rappeler au député Nado que lors des attaques du Bataclan en France, François Hollande, avec toute la classe politique française, main dans la main, était uni contre le terrorisme. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait aucune ambiguïté en France. Emmanuel Macron, qui lui a succédé, a même retiré la nationalité, M. Dipita, vous vous souvenez, à des terroristes français qui se trouvaient en Afghanistan. Pour terminer votre intervention. Pour terminer, je dirais simplement qu'aujourd'hui, dans votre pays, M. Nado, il y a un procès qui est en train de se tenir, qui est celui du terrorisme. Et vous voyez comment toute la République française est émue. Donc, aider les Camerounais à résorber ce problème de terrorisme. Nous n'avons pas affaire à un problème anglophone. Nous avons affaire à du terrorisme ambazonien. Et tant que des sommes vont continuer à être cotisées, à être levées dans vos pays, votre pays, j'espère qu'à l'issue de cette émission, vous serez l'ambassadeur du Cameroun pour traquer les financiers ambazoniens qui vivent en France, qui vivent en Europe et qui sèment désolation et chaos au Cameroun. Peut-être Sébastien veut répondre avant ou Valérie au Paul intervient d'abord. Peut-être Sébastien veut répondre avant ou Valérie Oui, je pense que c'est nécessaire que j'apporte une réponse. Le sujet est trop grave pour laisser des malentendus, des incompréhensions. Vous avez bien fait de relever que je suis intervenu sur le conflit catalan. Vous avez bien fait de le relever. Vous avez oublié de mentionner que j'ai aussi travaillé sur le conflit basque. Et vous savez, le conflit basque, c'est l'ETA qui dépose les armes. Vous avez bien fait de parler de ces questions-là. J'ai aussi travaillé sur le conflit en Colombie, en mettant autour de la même table des gens des FARC et des gens du gouvernement. Également sur l'Irlande du Nord, où j'ai travaillé en mettant Jerry Adams à la même table ronde que Jonathan Little, directeur de cabinet de Tony Blair, qui était quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille, et il était à la table ronde avec Jerry Adams. Tout ça pour dire que ce que j'essaye de faire comprendre depuis un certain nombre de mois maintenant, c'est que en considérant que l'ennemi ne mérite que d'être éliminé et en ne donnant pas
la moindre chance à un dialogue qui sera forcément difficile. C'est le principe même. Quand on dialogue entre ennemis, c'est difficile, c'est compliqué. Mais si ça n'existe pas, on reste dans une situation de violence. C'est l'exemple, tant qu'il n'y a pas une table ronde avec des gens de TA, le gouvernement espagnol, des médiations internationales, eh bien, écoutez, on est dans un moment de terrorisme. Tant qu'il n'y a pas ces moments où on essaye de réfléchir à une issue, on reste dans une situation de violence. Alors après, si vous ne voulez pas comprendre que des gens considèrent qu'il faut dialoguer, y compris avec l'ennemi, parce que c'est le principe, quand il y a un conflit, si les deux parties ne dialoguent pas, on reste dans le conflit, c'est dommage, c'est malheureux. Si vous estimez que le gouvernement camerounais a fait toute sa part et que toute la faute incombe aux autres, c'est le principe même du conflit où toutes les fautes sont sur l'ennemi et où on n'a rien à se reprocher. Et donc, pour essayer de sortir de cette situation, parce que vous comprenez bien que vos ennemis ambazoniens pensent la même chose de vous. Donc, pour essayer de sortir de cette situation, il faut trouver des gens qui sont responsables, qui veulent sortir par le haut de cette histoire. Et donc, ils vont faire un travail extrêmement difficile, se mettre à la table de discussion avec des gens qu'ils détestent profondément, qui ont des objectifs politiques totalement différents, et essayer de penser aux autres et construire pour des civils qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui payent les pots cassés. Donc voilà, donc après, si vous considérez que c'est des attaques, parce que moi je demande à ce qu'il y ait un dialogue réel qui soit en place, vous pouvez le considérer, et vous pouvez considérer que je ne suis pas pour le Cameroun, mais bien au contraire, bien au contraire. Écoutez, moi j'ai aucun intérêt à ce que les ambazoniens deviennent indépendants, pas plus qu'une autre situation. Ce que je vois, c'est que ce sont des populations civiles qui trinquent suite à un conflit qui est en train de devenir un conflit armé. Vous avez raison d'insister sur la question des armes, dans laquelle les pays européens, les États-Unis, la France ont des responsabilités puisque ce sont des exportateurs d'armes et qu'il est tout à fait anormal qu'il y ait autant d'armes en circulation au Cameroun et en Amazonie. Là, je vous rejoins tout à fait. Mais néanmoins, il faudrait peut-être que vous entendiez, et peut-être que ça fait mal de l'entendre, mais tant mieux, on est là pour ça, pour en débattre. Entendez que actuellement le dialogue est au point mort et que sans dialogue, on reste dans la spirale de la violence. Voilà. Je crois que c'est important de l'entendre et avec toute la neutralité. Moi, j'ai pas d'action chez quelqu'un qui travaille dans une entreprise en Amazonie qui voudrait faire son pays. Moi, j'ai rien à gagner sur l'histoire. Ce que je vois en revanche, c'est que la question des droits de l'homme, elle souffre cruellement en ce moment au Cameroun et notamment dans cette partie-là du pays. Paul Youm. Déjà, ce que je voudrais dire à M. Sébastien Nadeau, je retiens ses propos pleins de sagesse et d'intérêt pour l'avancement du Cameroun, même s'il n'est pas partisan. Je voudrais déjà lui dire, il n'y a pas d'État ambazonien au Cameroun. L'Ambazonie n'existe pas, c'est une affaire virtuelle, totalement fictive, il n'y a pas de territoire. L'autre chose aussi qu'il devrait savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une compagnie française, américaine ou britannique qui est attaquée par les séparatistes. Donc la communauté internationale ne peut pas s'émouvoir. Elle ne s'émeut que lorsqu'il y a le danger du pétrole, comme on a vu en Irak en 2003, comme on a vu en Afghanistan. Donc là, ce qu'il appelle communauté internationale, qui sont bien des États connus, des grandes puissances qui agissent sur le label communauté internationale, pour l'instant, ils ne parlent pas le cas du Cameroun parce qu'ils estiment que les intérêts ne sont pas menacés. Maintenant, je voudrais lui dire une chose. Déjà, c'est une très bonne chose. Il appelle au dialogue comme nous le faisons à l'AFP. Et il a dit une chose. L'enjeu, ce n'est pas lui. C'est pas lui l'émission. On est sur... Non, nous sommes dans le débat. C'est un débat interactif. Je vous ai dit, il y a quelque chose de très important qu'il a dit, que je rappelle toujours sur ce plateau. Il a parlé du symbole, du principe même de la République. Lorsqu'il parlait des événements qui ont lieu en France, où la classe politique française, toute la classe politique du pouvoir, des partis oppositeurs, etc., s'est réunie pour parler d'une seule voix. Malheureusement, au Cameroun, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux où les gens savent ce que c'est se mettre au-dessus et être tous dans la République. Vous avez
du côté du pouvoir, ceux qui pensent que l'opposition, on ne peut pas dialoguer avec elle, on ne peut même pas l'écouter, elle ne dit rien. Et vous avez ceux dans l'opposition qui pensent qu'ils vont surfer sur les problèmes comme le cas de la crise anglophone pour pouvoir évincer les gens qui sont au pouvoir, alors que les intérêts du Cameroun, ils sont là. Malheureusement, il a dit, malheureusement au Cameroun, nous n'avons pas un socle républicain et c'est celui que nous devons créer dès aujourd'hui, où lorsque les intérêts du Cameroun sont menacés, nous devons être tous d'une voix. Moi, je m'inscris totalement en faux contre ceux qui organisent, qui ont des activités où ils se retrouvent avec des ambazoniens, bref, ceux qui ont le drapeau l'Ambazonie, où vous avez encore des individus qui essaient de justifier les actes criminels. Non, nous disons qu'il y a un problème politique qui est la crise anglophone et nous appelons au dialogue. Et on discute avec ses ennemis. Mais le dialogue ne veut pas dire la justification des actes criminels. Parce que le combat des séparatistes en Espagne, Carles Puigdemont et ses compagnons n'ont pas pris les armes décapitées des autorités administratives, les chefs traditionnels, les enfants, les civils. Non. En Corse, même si la Corse est réputée une région très violente en France, ça n'a pas atteint ces degrés que nous sommes en train de voir au Cameroun. Mais nous continuons à appeler au dialogue et nous appelons les hommes politiques camerounais au respect du principe républicain, celui qui veut que lorsque l'intérêt de la République est menacé, qu'on laisse d'abord le jeu de la politique politicienne pour se mettre ensemble, pour parler d'une seule voix. Le dialogue, c'est bien, mais c'est peut-être la formule ou alors la méthode qui ne sied pas forcément à toutes les parties. La méthode, oui, bon, ça rejoint ce que je disais déjà, parce que il manque un peu de sincérité. Il faut le dire, ceux qui sont dans les Sissongo, comme on le dit au quartier, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes et qui disent que non, à un moment, ils ont voulu dialoguer, mais il fallait qu'on aille à l'étranger. Je ne sais pas si ça devait être une bonne chose que l'État du Cameroun, quand il parle d'État, l'État se déporte pour aller s'asseoir sur une table à l'étranger avec des gens qui ont pris les armes. Peut-être on veut nous amener les accords de Marcoussis, comme ça a été fait en Côte d'Ivoire de 2004. Peut-être c'est ce genre de son qu'on veut nous créer, mais nous disons, attention, nous voulons le retour à la paix, nous devons dialoguer. Et maintenant, ceux-là disent que s'ils viennent au Cameroun, ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas les garanties sur leur sécurité. Mais nous leur disons, nous allons dialoguer, nous appelons le gouvernement du Cameroun à dialoguer, y compris avec ces séparatistes, tout en leur rappelant que l'Ambazonie n'existe nulle part sur le territoire camerounais. Nous sommes prêts à discuter, à échanger sur les autres questions qui concernent les affaires de l'État du Cameroun, qui reviennent à la République. Mais nous nous opposons à la sécession, comme ils l'ont fait en France, comme ils l'ont fait en Espagne, comme ils l'ont fait aux États-Unis, parce que le Cameroun ne vivra jamais une sécession. Nous devons parler d'une seule voix. Et nous appelons, c'est l'occasion pour nous de l'AFP d'appeler nos frères qui ont pris les armes de revenir à la République, de déposer les armes, de revenir à la République. Et nous appelons le gouvernement à un dialogue sincère. Et s'il faut passer par le fédéralisme pour amener la paix, faisons-le sans embâche. Et nous attendons pour chuter justement, je vais là où DJ Imkwa dit aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne sont les grands témoins de l'histoire de tout ce qui se passe. Jusqu'à présent, on les attend pas. Mais en même temps, vous dites c'est un problème camerounais, il faut que... Non, en même temps, vous dites la France et... Non, attention. On ne dit pas, attention. Juste une minute. Je ne suis pas en train de dire que la France doit prendre position. Non, ce que je dis, c'est quoi? C'est que le référendum, on connaît bien ceux qui ont organisé, qui était la tutelle. C'est un peu comme lorsqu'il y a un problème dans la famille, on va avoir le grand-père, c'est lui qui connaît l'histoire, pour dire que voici ce qui s'est passé. Il ne prend pas position, il rappelle juste les faits lorsque lui, il était là. Un point, un trait, mais on n'attend pas. Alors, attendez le jour, on va prendre une entreprise française. Ça reste quand même comme une guerre de tranchées. Chacun a ses positions, je veux dire, ça ne bouge pas trop. Mais concrètement, on a fait le grand dialogue national. Je veux dire que on a vu les Américains, Thabo Nagui s'exprimer, la France parler, l'Union africaine est arrivée au Cameroun.
Michel Bachelot était là, l'Union européenne, bref. Jusqu'à présent, la question revient tous les jours. Mais on a le sentiment que plus on pose cette question, plus la situation sur le terrain s'enlise. Mais véritablement, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut dire une chose qui est vraie. Il y a des gros intérêts derrière ce conflit armé, cette menace hybride. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la France, de l'Angleterre, de l'ONU, mon jeune frère Valérie a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Je n'ai jamais dit que ces pays-là vont mettre les armes dans les conteneurs et les casques bleus pour aller jouer peut-être le rôle d'une armée d'interposition entre les forces de défense et de sécurité et puis les sécessionnistes. Non, loin s'en faut, je n'ai jamais dit ça. Mais sauf que vous le voulez ou pas, face à une menace hybride, face à une guerre irrégulière, on déploie toujours un arsenal tactico-opératif qui n'est pas seulement réduit aux opérations militaires. Parce que ce que l'armée fait aujourd'hui, c'est une guerre couplée. On n'est pas réduit à cela. Il y a un pan de la diplomatie. Il y a la diplomatie qui travaille. Et lorsque vous êtes dans la diplomatie, vous parlez avec qui? Vous parlez aussi avec ces pays-là, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'ONU, parce que nous sommes là face aussi à la criminalité internationale. Ces armes-là ne sont pas fabriquées à Banjul ou bien à Bangui. C'est des armes très très sophistiquées. Ces lance-roquettes-là ne sont pas fabriqués dans mon village à Bazou. Non, ça vient d'ailleurs. Et il faut assécher, par exemple, tout le couloir de financement de l'achat de ces armes-là. Et on les connaît. Les gens qui sont aujourd'hui dans les lobbies ou bien les officines qui sont installées un peu partout en Norvège, enfin aux États-Unis, on les connaît. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, un pays comme la France, qui est un membre de sécurité, un membre du Conseil de la sécurité à l'ONU, devait prendre position, une position claire. Même l'ONU devait prendre une position claire. On ne demande pas d'aller sur les champs d'opération, prendre les armes. Non, ce n'est pas ça. Le véritable problème, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gros intérêts. Et les gens veulent pousser peut-être le gouvernement à l'erreur et s'aimer la pagaille pour pêcher je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un autre contexte. Paul Eyum l'a si bien dit. Il ne faut pas oublier le contexte de la transition ou bien la tendance à la tête de l'État. Et même ces gens qui ont lancé les hostilités en 2016, ils ont travaillé là comme des stratèges militaires, ce qu'on appelle la fenêtre d'opération. La fenêtre d'opération, c'est le moment bien choisi pour atteindre la cible. Ils sont dans les enchères. Quand ceux qui sont en brousse, qui tuent, qui pillent, qui assassinent, sont conscients que la sécession du Cameroun, ou bien la partition du Cameroun, n'est pas un sujet débattable. Ils sont conscients, mais ils sont dans les enchères. Moi, j'ai suivi quelqu'un dire que quand un fils est fâché, il demande plus pour avoir moins. Je le cite. Écoutez, tu peux le citer, moi je ne le citerai pas. Écoutez, voilà la posture d'un homme politique. Quand un fils veut quelque chose, il demande plus pour avoir moins ou bien moins, je ne sais pas quoi. On est là en guerre. C'est les corps qui tombent. C'est les gens qui meurent. D'accord. On parle que quand un fils a besoin de quelque chose, on dirait que cet enfant a besoin d'un gâteau ou bien du chocolat. Mais c'est des enfants qui meurent, c'est de nos enfants qui meurent. Vous comprenez? Donc moi je crois que à l'ouest, dans le discours dans lequel il a parlé que le Cameroun se fera avec on ne se fera pas, il a aussi dit à l'ouest que vos fils ont payé le plus lourd tribut des guerres d'indépendance à cause de leur intransigeance. L'intransigeance comme l'extrémisme, ça ne paye pas. Il faut faire comme chez nous, au FSNC, où notre président national leur a demandé aux sécessionnistes déposer les armes et vous venez, on discute. Alors, Sébastien, nous avons eu un souci au niveau de la technique, qu'on va vous garder certainement en ligne.
cette fois par WhatsApp, parce que Skype nous a posé un petit souci. Pour prendre votre mot de la fin, pour savoir comment on en sort, mais ce sera peut-être après Valérie, on va l'écouter une minute et puis vous reviendrez pour le mot de la fin. Écoutez, je voulais simplement indiquer, Monsieur Dipita, que j'ai entendu ici un mot, enlisement. Il faudrait que lorsque nous sommes sur des plateaux de télévision, que nous fassions l'effort d'être le plus sincère possible. C'est moi. Aujourd'hui, beaucoup de zones ont déjà été pacifiées, notamment dans le nord-ouest, qui est l'épicentre du cartel ambazonien. Beaucoup de zones ont déjà été pacifiées. Et il n'y a pas enlisement parce qu'aujourd'hui, les populations commencent déjà à coopérer. Parce que les populations sont le facteur X du renseignement prévisionnel. Commencent déjà à coopérer. Donc, ce qui fait que l'ennemi, étant déjà dos au mur, opère par des actions spectaculaires. Ça, c'est d'un. De deux, M. Paul Eyoum de l'AFP a indiqué ici que lui pense que la solution miracle, ce serait le fédéralisme. Monsieur Paul Eyoum. Non, je n'ai pas dit que c'est le fédéralisme. J'ai dit que même s'il faut en arriver là. Oui, monsieur Paul Eyoum, pour en arriver là, donc, il faudrait que le peuple camerounais souverain tranche en cela. Mais je voudrais vous rappeler que la proposition fédéraliste a été faite au présidentiel de 2018 et elle a obtenu 3% des suffrages. Donc, lorsqu'on finit de dire cela, monsieur Dipita, pour la sortie, parce qu'on est dans les pistes de sortie, c'est que le terrorisme ambazonien se vit sur deux fronts. Il y a le front camerounais et il y a le front international. Et aujourd'hui, le président de la République, à travers la diplomatie silencieuse mais très active, s'active aussi à ce qu'à l'étranger, les États dits amis du Cameroun aident le Cameroun à résorber cette crise. Parce que nous pouvons être ici sur le plan militaire, sur le plan humain, sur le plan du dialogue, en train de trouver des solutions, encore que le dialogue ne s'arrête pas au grand dialogue national. Vous vous souvenez que les propositions continuent, c'est un dialogue dynamique. Il n'est pas statique, il est dynamique, il est évolutionnel. Donc, à partir de cela, on peut très bien combattre ce terrorisme ici. Si on ne le combat pas à l'international, ça va toujours faire un effet domino. Parce qu'à l'international, il y a des personnes qui vivent et qui s'enrichissent du sang des Camerounais. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'en 2016, alors qu'il n'y avait pas encore le drapeau ambazonien, à Bamenda ou dans les zones du sud-ouest, il y avait déjà des personnes qui avaient vendu un état virtuel à une firme appelée Kilimanjaro. Ce n'est pas moi qui viens le dire ici. Vous le savez, vous, très bien, en tant que journaliste d'investigation. Donc, je voudrais dire pour chuter que, Monsieur Dipita, la première sortie, celle qui sera la première sortie de crise serait que nous ayons un discours de vérité, un discours de sincérité entre Camerounais. Et lorsqu'on aura un discours de sincérité, vous allez comprendre que tous les acteurs, que ce soit les acteurs, et je félicite Spectrum Télévision pour le travail qu'il a toujours fait, de donner un compte rendu exact de ce que nous voyons sur le terrain, à contrario des médias qui se sont distingués sur la scène publique en étant même des agents propagateurs du terrorisme ambazonien. Donc, ce discours de vérité va permettre que ce soit l'ordre gouvernant, que ce soit les médias, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les ONG, que ce soit les acteurs de la société civile, que nous puissions tous, d'une seule voix, dire ceci. Monsieur Dipita, disons-le avant de quitter ce plateau, que les terroristes ambazoniens déposent les armes. Merci. Sébastien, pour terminer. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses, des choses intéressantes, mais je voudrais quand même préciser une chose qui me tient à cœur, parce que j'entends qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes, que le dialogue il est ouvert, etc. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que le groupe de la détention arbitraire des Nations Unies s'est prononcé très clairement il y a 18 mois, après avoir examiné le cas très particulier d'Amadou Vamoulké, pour qu'il soit libéré immédiatement, parce qu'il était donc maintenu en prison de manière totalement arbitraire. Et comme j'entends une leçon de démocratie et de dialogue, je voudrais quand même repréciser que si certains veulent qu'on ait une oreille plus complaisante vis-à-vis du gouvernement camerounais actuel, il faudrait aussi
qu'ils se disent qu'ils sont bien dans la communauté internationale, dans les Nations Unies, et donc quand il y a des réclamations de la part des Nations Unies, eh bien qu'ils soient à l'écoute. En première partie, j'ai vraiment fait, je pense, un inventaire des choses que la France fait de très mal, et il y en a beaucoup. Mais là, je tiens à terminer en disant que s'il y a quelque chose qui doit évoluer, c'est bien cette question-là. Il doit y avoir une vraie preuve d'un parcours vers la démocratie de la part du gouvernement camerounais. Et la détention arbitraire d'Amadou Vamoulke, l'ancien directeur de la CRTV, après 84 comparutions de quelqu'un qui est atteint d'une maladie neurologique, maintenu en prison, franchement, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir vraiment et penser que les autres ont aussi des choses positives à faire valoir et il faut un petit peu tendre l'oreille. Et je pense que le dialogue doit être là, même s'il est difficile, le dialogue doit être là. Pour l'instant, j'ai bien peur qu'il ne soit pas là. Merci à vous, Sébastien Nadeau. Merci infiniment. À tous les invités. Voilà, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale française pour le groupe Liberté et Territoire. Vous êtes un défenseur des droits humains. On vous sait engagé dans un certain nombre de combats à ce niveau. Vraiment, merci d'être resté 2 heures durant pour certainement le plaisir de nos téléspectateurs et surtout comprendre les enjeux, les thématiques qui étaient en débat ce soir. Merci à vous également, Paul Eyoum. Je peux réagir. Oui, On n'est plus en réaction? Non, mais moi, je voulais réagir. Je vais dire à Mandengue, il a parlé du fait qu'il y ait l'élection présidentielle en 2018. Je voudrais lui dire, si les anglophones s'organisent dans une conférence, à ce qu'on appelle la All Anglophone Conference, et que leurs représentants disent que pour eux, le fédéralisme est la solution, est-ce que le RDPC va s'opposer à la proposition des anglophones, le fédéralisme? Non, parce que nous parlons du Cameroun, nous ne parlons pas des partis politiques. Non. Il y a des débats sur lesquels il n'y a pas de clivage. Non, tu as parlé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le fait qu'il y ait l'élection présidentielle en 2018, qu'il y a eu un vote pour le choix du candidat qu'on connaît, ça ne change pas le fait que ces anglophones veulent le fédéralisme et que ça peut permettre de ramener la majorité des anglophones au sein de la République, la conviction républicaine, et mettre en minorité les séparatistes, qu'on accepte cela. Et l'autre chose que je veux lui dire, ce soir, regardez comme il est heureux, il a expérimenté la démocratie, il va sur le site du palais Bourbon, il met l'enquête sur un député, les positions qu'il a prises. Mais au Cameroun, ils sont incapables de mettre ce système en place. Il est du parti au pouvoir, l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous allez sur le site, il n'y a aucune proposition de loi. Les propositions de loi, vous ne savez pas. Attendez, vous ne savez pas quelle position le député va de circonscription prise. Il est content. Il vient ici, sur un plateau, il met l'enquête sur un député français. Il est content, il voit comment la démocratie est bien. Mais au Cameroun, ils ne veulent pas cela. Vous voyez? Merci. Merci, monsieur Paul Eyoum. Merci, monsieur Dipita. Les prochains jours, nous allons lancer un courant de pensée uniquement l'écologisme, parce que nous pensons que là au moins ça peut mutualiser tous les idéologies. Vraiment ce courant de pensée. Valérie Mandengue, merci. Je pense que c'est la première conférence ce soir à Carte sur Table. Vraiment, je suis heureux de cette amitié vraiment que vous nous donnez. Merci à nouveau à Sébastien Nadeau. Et puis merci à vous également à la maison qui est de rester jusqu'à 7 h regarder cette autre édition de Carte sur Table. Bonsoir et à mardi prochain.